Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 20. 20 comme les 20 romans de la série des Rougon-Macquart, écrits par Émile Zola. Un 20 littéraire ce soir. Citons Le Ventre de Paris, Germinal, Nana ou La Bête humaine. À lire ou à relire sans modération. Et pour le 20, c'est avec modération, évidemment. Au sommaire ce soir, des soldats de Tsahal ont été blessés lors d'une attaque menée par des terroristes contre des troupes stationnées à Rafah. Benyamin Netanyahou promet une riposte. Mais que pensent les débatteurs des réponses de Tsahal aux violations du cessez-le-feu par le Hamas? Débat dans quelques minutes. Interview du tac au tac avec Marion Maréchal. L'eurodéputé dénonce les liens entre l'ONG Oxfam, l'Union européenne et le Hamas. Des révélations explosives. L'équipe de Ça se débat a sélectionné 4 informations, les 4 informations les plus polémiques du jour. Rendez-vous juste après la pub pour un tour de l'info très épicé. Le second débat sera consacré à la loi sur la conscription des orthodoxes dans Tsahal. Faut-il forcer les orthodoxes à s'engager dans l'armée? Enfin, nous découvrirons la carte blanche de Julien Assad. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 20, en compagnie de Raphaël Bécache. Raphaël, comment allez-vous? Très bien, une bonne semaine, des choses intéressantes et encore une fois, très heureux d'être ici ce soir. Plaisir partagé. En face de vous, Samuel Lévy. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, je vous remercie. Petite anecdote sur votre ville. Oh. Votre ville de Mnebrak. Journée exceptionnelle mardi. Dans votre ville, 3 belles sœurs ont accouché le même jour dans le même hôpital, offrant alors 3 époux, qui sont frères entre eux évidemment, on a compris, 4 nouveau-nés en l'espace de quelques heures. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau que ça. Je pense qu'une naissance et de nouvelles âmes comme ça, juives qui descendent sur terre, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et d'ailleurs, vous parlez de l'hôpital de Bnei-Brak Mané Yehoshua. J'y serai mardi prochain, justement, avec une très belle association, les Rois du Monde d'Israël, qui font leurs premières actions justement de bénévoles et ils seront là pour distribuer des cadeaux aux enfants malades, malheureusement hospitalisés en Israël. Très bonne initiative. Et à Paris, Jean-Michel Cohen. Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, je vais bien. Écoutez, moi j'attends pas d'enfant aujourd'hui, donc ça va. Il n'y aura pas de cadeau en plus pour Hanouka. Et à vos côtés, Michel Mimran. Bonsoir Michel, heureux de vous retrouver dans l'émission. Très heureux également. Je finis le 19e Rougon-Macquart et on en reparle. Magnifique. Ouais, on a des références littéraires communes avec Michel. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Israël doit-il libérer Marouane Barghouti ?» Vous êtes d'accord à une écrasante majorité avec Rachel Bourlier. Et à la question « Israël doit-il se retirer du plateau du Golan ?» Une majorité tout aussi écrasante pour Alexandre Bensoussan. Bravo aux gagnants. Et passons tout de suite au premier débat de cette émission. Je vous le disais dans le sommaire, plusieurs soldats de Tsahal ont été blessés hier à Gaza. Cet incident sécuritaire a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question à nos débatteurs. Tsahal réplique-t-elle trop faiblement aux violations du cessez-le-feu par le Hamas? Raphaël Bécache répond oui, Jean-Michel Cohen répond non. Ça se débat, saison 1, épisode 20, face à face 1. Allez, c'est parti. Raphaël, vous commencez, vous connaissez le principe, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Jean-Michel, vous enchaînerez juste après. Vous êtes prêts? Prêt. Tout le monde est prêt? Raphaël Bécache, c'est à vous. 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Je vais donc effectivement plaider pour le fait qu'Israël répond et Tsahal répond de manière beaucoup trop faible. Il faut se rappeler que lorsqu'Israël a mis en œuvre ce cessez-le-feu, le gouvernement avait dit que c'était une initiative du gouvernement et que Trump avait simplement aidé à mettre en place ce plan. Des analystes parlaient déjà d'un plan imposé par les États-Unis. Dans les 2 cas, c'est problématique. Si c'est effectivement un plan du gouvernement, alors ils ont de nouveau raté dans leur manière de gérer le Hamas. Ils n'ont prévu aucune solution pour des violations du cessez-le-feu alors que c'était une évidence. Et nous sommes aujourd'hui avec 1 mort, plusieurs blessés graves et aucune solution proposée ni par le gouvernement ni par son chef. Si le gouvernement a menti et c'est les États-Unis qui donnent les ordres, c'est encore plus problématique. Ça montre un gouvernement faible qui ne sait pas mettre la sécurité des Israéliens
comme priorité. Il est important de changer cette manière de faire, de trouver un nouveau leadership plus fort, que ce soit diplomatiquement ou face au Hamas, et arrêter ces actions violentes du Hamas à Gaza en ce moment. Merci beaucoup Raphaël Bekkach, vous avez respecté les 60 secondes. Jean-Michel, c'est à vous, on vous écoute. Alors, premièrement, on est dans une situation de guerre. Quand on est dans une situation de guerre, on ne réagit pas de manière émotionnelle, mais on doit réagir de façon stratégique. Deuxièmement, en l'occurrence, les provocations du Hamas, à l'heure actuelle, visent justement à faire reporter sur Israël la rupture d'un cessez-le-feu. Et la rupture de ce cessez-le-feu met en menace quoi ? Il met en menace les alliances régionales qui s'étaient délitées et qui sont en train de se reconstituer. Et deuxièmement, l'alliance avec l'allié stratégique qui sont les États-Unis, qui seraient ravis de voir qu'Israël rompt lui-même le cessez-le-feu. Dernière chose, c'est facile d'envoyer les gens à la guerre, mais pour le moment, ce sont des incursions, ce sont juste des actes de provocation, ce sont des infiltrations légères. On n'est pas dans la dimension d'une guerre, donc je pense que ça ne sert à rien. Il faut mieux garder ses forces pour plus tard, d'autant plus qu'on a largement démontré la supériorité d'Israël en termes militaires. Donc ça sert à rien, sauf à tomber dans le panneau. Merci beaucoup Jean-Michel. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez voter dès maintenant sur Instagram, le compte Instagram de NTG4News en français. Oui pour Raphaël Bekkach, non pour Jean-Michel Cohen. Samuel Lévy, vous prenez votre téléphone et vous votez pour qui ? C'est difficile ce soir. Allez-y. Je vais vous dire, je vais voter peut-être pour Jean-Michel Cohen. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a un problème justement avec les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza et que malheureusement, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance au leadership palestinien. Ça a été montré de très nombreuses fois, qui sont innombrables. Et Israël, donc on laisse faire ? Non, Israël a toujours essayé de faire la paix. Malheureusement, on n'a pas de partenaires en face parce que nos partenaires en face, eux, ne veulent pas faire la paix. Ils se disent une chose, on a le temps. Ça prendra peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas, mais on arrivera à la destruction d'Israël, qu'à Dieu ne plaise. Et c'est pour moi, aujourd'hui, je ne leur donne aucune confiance et je ne peux pas me permettre aujourd'hui de pouvoir arriver, en tout cas avec ce leadership-là qui est corrompu ou qui est terroriste, à des négociations. Michel Milbrandt, le gouvernement israélien a-t-il les mains liées par les États-Unis, comme l'affirme un peu dans sa minute notre ami Raphaël Bekkach, pour répondre comme il souhaiterait aux violations du cessez-le-feu par le Hamas ? Alors, il y a deux choses dans votre question. Est-ce qu'il a les mains liées ? Je pense que oui. Je pense que la mise en place du cessez-le-feu lie un peu les mains d'Israël, surtout qu'on est au début de ce cessez-le-feu, donc il est logique d'être prudent. C'est en cela que je rejoindrai mon ami à Paris, Jean-Michel Cohen. En même temps, je peux comprendre ce que dit Raphaël sur le fait que c'est très difficile de laisser le Hamas multiplier ses provocations. Mais pour autant, je pense effectivement que il faut se retenir. Mais dans votre question, il y en a deux. Est-ce qu'il a les mains liées par les États-Unis ? Probablement. Est-ce que le gouvernement, s'il n'avait pas les mains liées par les États-Unis, voudrait appuyer plus fort sur l'accélérateur ou le champignon ? Je n'en suis pas sûr. Donc je ne suis pas certain qu'en l'espèce, ce sont les États-Unis qui empêchent Israël de réagir. Très bien, merci beaucoup. Jean-Michel Cohen, Donald Trump a annoncé que la phase 2 de son plan commencera bientôt. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Je crois qu'il a montré à différentes reprises que sa volonté était plus forte que les obstacles qu'il rencontrait. Et en plus, avec Israël, il a un vrai allié. On voit bien que tous les États autour ont des réactions extrêmement pudiques, ils ne s'engagent pas, ils ne veulent pas intervenir. Mais je n'ai pas entendu de non définitif. Ça veut dire que la deuxième phase, c'est vraiment le désarmement du Hamas. Ça va être long et compliqué. Et c'est pour ça que je disais, je comprends la position de Raphaël. Ça veut dire, on a envie d'y aller. C'est-à-dire, on a envie de montrer. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Le combat qui va s'annoncer plus tard est probablement plus difficile et plus douloureux. Donc, la stratégie, c'est d'avoir des réponses non pas proportionnées au sens occidental du terme, mais des réponses adaptées à chaque situation. Et je pense que l'armée israélienne est beaucoup plus stratégique que réactive. Ça veut dire réagir tout de suite au moindre tir. Alors, les soldats ont été blessés. C'est vrai, c'est une catastrophe, mais quelque part, rentrer de nouveau dans une guerre, rappeler des réservistes, remobiliser des gens qui sont déjà fatigués, ça serait une opération extrêmement dangereuse et je pense que ça ne se justifie pas aujourd'hui. Le mot de la fin pour vous. Je veux juste rappeler qu'il y a encore aujourd'hui des soldats qui sont à Gaza, les soldats qui sont blessés, ils n'étaient pas à la maison, ils n'étaient pas chez eux.
Je me rappelle quand j'étais à la frontière libanaise, pour ceux qui intéressent, il y a mon livre qui en parle, où on s'est pris un cornet justement parce qu'on entendait le gouvernement, le chef de régiment était venu nous voir le lendemain en nous expliquant que si on s'était pris un cornet, c'était simplement parce qu'il fallait attendre l'offensive. Ce sont des soldats qu'on met sur le front et qui sont les victimes de ce type de discours. Merci messieurs, je pense que nos téléspectateurs ont bien compris vos positions respectives. Passons à présent à l'interview du tac au tac avec Marion Maréchal. Bonsoir Marion Maréchal, vous êtes présidente du parti Identité Liberté et députée au Parlement européen au sein du groupe ECR. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors première question, vous avez annoncé aujourd'hui saisir l'Office européen de lutte antifraude et le parquet national antiterroriste suite à des révélations de NGO Monitor sur des liens entre l'Oxfam et le Hamas. Expliquez-nous. Oui, j'ai en effet fait cette démarche à la suite d'une découverte révélée par un certain nombre de presse et de médias, puisque l'association d'extrême gauche Oxfam, donc une ONG qui se veut humanitaire, qui est dirigée aujourd'hui par l'écologiste Cécile Duflot et dont Manon Aubry, LFI, a été l'une des porte-paroles, eh bien, a manifestement financé, via d'ailleurs des fonds européens, des projets qui auraient facilité la dissimulation des positions militaires du Hamas. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement grave. Il faut imaginer que l'Oxfam, c'est une association qui a touché pas moins de 750 millions d'euros de fonds européens entre 2013 et 2023. Donc ce sont des sommes absolument considérables. Donc nous ne pouvons pas laisser cela en l'état. Et donc j'ai demandé un débat au Parlement européen pour éclaircir finalement aujourd'hui la manière dont les fonds du contribuable européen étaient utilisés par ces associations à Gaza plus généralement. Et j'ai en effet saisi l'OLAF et le parquet national antiterroriste pour qu'on puisse éclairer cette situation et constater qu'il n'y ait pas eu une véritable association de malfaiteurs finalement. Nous parlons de l'Union européenne. Vous avez publié une vidéo très commentée sur X sur une mosquée à Strasbourg. Une menace islamiste pèse sur cette ville, Marion Maréchal ? De fait, ce projet est extrêmement inquiétant. La mosquée de Strasbourg sera la plus grande mosquée d'Europe avec 2 gigantesques minarets. C'est un projet à 32 millions d'euros. Mais ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que cette mosquée est construite et tenue par une organisation qui s'appelle Miligorus. Miligorus, c'est un courant islamiste, frériste, turc, qui est d'ailleurs utilisé par Erdogan pour garder le contrôle sur les diasporas aujourd'hui turques dans les différents pays européens, et dont le fondateur a expliqué texto que l'Europe était malade et qu'ils allaient bien guérir l'Europe par la conquête islamique et la conquête de Rome. Voilà, donc un projet extrêmement clair. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup parlé ces derniers mois des frères musulmans, mais il ne faut pas oublier que d'autres courants existent au vu et au su de tous, et que Miligorus, ça n'est pas seulement cette mosquée géante, ce sont 71 mosquées en France, 500 en Europe, donc c'est une véritable menace aujourd'hui pour l'intégrité du territoire national. Dernière question, Marion Maréchal, votre parti a organisé hier à Paris une soirée débat autour de la chute de la natalité en France et en Europe. La natalité est très élevée en Israël, on parlait de cet événement exceptionnel dans la ville de Bnei Brak mardi. Ce pays, Israël, est-il un exemple pour vous dans le domaine de la natalité ? C'est de fait une chance formidable, voilà, parce que la natalité, c'est un sujet en effet oublié en France, alors que c'est un sujet vital, central. C'est évidemment la question de la transmission de la culture, la transmission de l'identité, mais la question aussi de l'équilibre des comptes sociaux, du financement de nos retraites, de notre compétitivité, de notre place dans le monde. Faut imaginer que si nous poursuivons cette trajectoire en France, nous pourrions perdre d'ici 2040 pas moins de 5% de PIB, c'est 75 milliards d'euros, c'est considérable. Nous n'avons jamais fait aussi peu d'enfants depuis 1945 et nous n'avons jamais eu autant de migrants qui rentraient dans notre pays. Donc c'est évidemment un sujet central. Israël est de ce point de vue-là un modèle extrêmement intéressant. D'autres modèles, d'ailleurs, comme le modèle hongrois, sont des modèles aussi très, très inspirants. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me bats pour que ça devienne une grande cause nationale et que nous nous emparions, non seulement par des mesures concrètes, évidemment, fiscales, liées au logement, à l'accueil, évidemment, des gardes d'enfants, mais aussi sur le plan idéologique et culturel, parce que nous baignons depuis des décennies sur une propagande d'extrême gauche qui nous explique que faire des enfants, c'est un acte égoïste, c'est un acte anticlimatique, c'est une aggravation du bilan carbone. Moi, je veux, d'ailleurs, comme en Israël, qu'au contraire, on réhabilite les enfants, on réhabilite les familles, parce que finalement, c'est la plus belle chose qui soit, et c'est pour ça qu'on se lève le matin et qu'on se bat au quotidien. Merci beaucoup, Marion Maréchal,
d'avoir accepté notre invitation. Merci à À vous. très vite sur i24 News. Je vous propose maintenant, messieurs, de passer au tour du reste de l'info. Et Jean-Michel Cohen, je commence avec vous. Pour votre information du soir, de nombreux Européens jugent qu'il y a un risque élevé de guerre avec la Russie, selon un sondage effectué dans 9 pays de l'Union européenne, publié aujourd'hui par la revue française Le Grand Continent. Plus précisément, 51% des sondés jugent qu'il y a un risque élevé ou très élevé que la Russie puisse entrer en guerre avec leur pays dans les prochaines années. Est-ce que vous partagez cette crainte, Jean-Michel ? Alors, je pense que si j'étais à la frontière ou proche des Russes, je m'inquiéterais. Je pense à la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Moldavie. On a vraiment une tentative hégémoniste de la Russie. Quant à la vieille Europe, celle que j'appelle la vieille Europe, c'est-à-dire Italie, Espagne, Angleterre, France, je suis un peu moins inquiet, mais le risque de guerre, il existe toujours. Donc, je ne peux pas répondre à la question. J'ai pas de religion là-dessus. Ça veut dire, je ne sais pas si ça va se faire ou non. Je pense que, de toute façon, on est mis en condition, nous particulièrement en France, pour des raisons que certains disent politiques ou pour des raisons un peu fantasmiques. Mais je ne crois pas que la vieille Europe soit en danger. Par contre, je pense que tout ce qui est limitrophe de la Russie suscite quand même l'appétit de la boulimie russe. Michel Mimran, une réaction à ce sujet ? Écoutez, je pense qu'effectivement, c'est très difficile d'analyser que pourrait être l'attitude de Poutine. Je pense qu'il faut absolument s'en méfier totalement. Je crois qu'il ne faut pas que la digue lâche. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec mon prédécesseur. Je pense effectivement qu'il y a un danger. Ce danger, il est présent. On refuse de le voir. On a du mal à le percevoir. On a envie de se rassurer. Mais je crois au contraire qu'il faut s'armer. On passe à votre C'est difficile information. d'imaginer quand même que la Russie puisse envahir l'ensemble de l'Europe. Hein. Non, même ce concept-là, il est compliqué. Qu'est-ce qu'on appellerait envahir l'Europe ? Mais voilà, même l'Europe, au fond, c'est l'objet d'un pacte de solidarité. Donc, non, sincèrement, je pense que l'Europe est en danger. On va parler de l'Europe, mais on va parler d'autre chose. Quelque chose de plus culturel. Les pays membres de l'Union européenne Eurovision. de radio-télévision ont tranché. Bravo, celui qui a dit Eurovision, il a trouvé. Exactement. Jeudi à Genève, malgré des semaines de pression et de critiques, Israël participera bien à l'Eurovision 2026 qui se tiendra en mai à Vienne. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont annoncé leur retrait. C'est une bonne nouvelle, Raphaël Bécache. C'est une super nouvelle et c'est aussi une nouvelle qui est très importante pour comprendre la différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et les manifestations qui sont une frange très extrême de la population et la volonté d'une grande majorité des Européens. Je sais que je l'avais vu avec Diploact, l'organisation que j'ai cofondée. Quand on faisait des délégations, on arrivait avec une certaine crainte à cause des réseaux sociaux et au final, on avait un accueil qui n'était peut-être pas chaleureux, mais beaucoup plus à l'écoute que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Samuel. Ouais, je vais faire le rabat-joie, mais je suis désolé, mais souvent, l'Eurovision tombe le samedi soir, donc il y a des préparatifs souvent pour le Shabbat, et donc ça enfreint les règles du Shabbat. Je suis désolé, mais je suis obligé de le rappeler à chaque fois. L'orthodoxe du plateau. Je suis pas orthodoxe, je suis juif pratiquant, mais je suis obligé de le rappeler. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Aujourd'hui, on en arrive à là. Aujourd'hui, Israël, même sur le plan culturel, est mis au banc des nations. Je pense qu'on voit bien la mascarade qui est présentée devant nous. On voit tout ce genre de règles qui essayent de freiner en tout cas d'Israël d'arriver ou en finale ou d'arriver en tout cas en tête du classement. C'est inquiétant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, même sur le plan culturel, des artistes comme Amir ou ainsi de suite qui ont participé aussi à l'Eurovision ne peuvent plus se produire de façon libre. Ça en dit quelque chose de long sur la société, sur les jeunes et sur la place de l'antisémitisme en Europe. Michel Mimran, votre information. Emmanuel Macron a fait part jeudi 4 décembre de sa profonde inquiétude à la suite de la condamnation en appel du journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie. Nous continuerons d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais, a affirmé le chef de l'État dans un communiqué de l'Élysée. Michel Mimran, une réaction à cette affaire ? Alors, la réaction à cette affaire, c'est que, évidemment, ce journaliste, Glaise, est un otage d'État. C'est donc une affaire étatique. C'est pas du tout une affaire judiciaire. Il y avait d'ailleurs des signaux plutôt qui rendaient optimiste la famille sur une
possible allègement de la peine et peut-être une libération. C'est pas le cas. C'est donc bien la preuve que c'est une affaire d'État. Il est normal que l'État français veuille peser. Ceux qui pensent que la France n'est pour rien dans la libération de Boualem Sansal ont peut-être tort. Il y a un ballet qui s'est joué, un ballet diplomatique européen. Peut-être que ce ballet doit se remettre en place. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cela signifie que les relations entre la France et l'Algérie sont devenues un énorme problème. Glaise est victime aujourd'hui, il est au centre en quelque sorte, il est l'otage de ce débat-là. Mais tant que la France et l'Algérie n'auront pas clarifié leurs relations, et on n'en est pas à la veille, je pense qu'il y aura de gros soucis de ce type-là. Donc je comprends que le président Macron ait déclaré qu'ils allaient s'en occuper. On espère bien que la diplomatie va s'en occuper. Je vous rappelle que le frère de ce journaliste appelle le monde du football à se mobiliser, puisqu'il était journaliste sportif à SoFoot. Donc, que dire ? Bien sûr que la diplomatie française va devoir, une fois de plus, retrousser ses manches et essayer de faire libérer son ressortissant. Jean-Michel, une réaction à cette affaire ? Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de mal parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait jamais réagir de façon émotionnelle, mais là, j'ai envie de réagir de façon émotionnelle. Quoi qu'on en dise, avoir été obligé d'utiliser les services de l'Allemagne pour rapatrier un Français qui n'a plus le droit de parler dans les médias parce qu'il est menacé encore par l'Algérie, supporter des mesures d'exaction de l'Algérie à l'égard de la France sans réponse de la France, avoir une réaction peut-être diplomatique, mais extrêmement molle, encore une fois, de la présidence de la République, moi, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Je m'excuse. On a un otage d'État, ce que vient de dire à l'instant notre ami Michel. On a un otage d'État et nous, pendant ce temps-là, on accepte qu'il y ait des relais consulaires en France pour les Algériens. On vit toujours avec les accords d'Évian. Et puis, on a une bataille politique entre les anti-mollasseries diplomatiques et les pro-guerriers. Enfin, je veux dire, moi, j'hallucine, quoi. Je veux dire, on prend un Français en otage sur un pays avec lequel on est censé avoir donné des avantages, j'ai du mal à comprendre. Donc émotionnellement, je suis outré de voir qu'il n'y ait pas de réaction ou pas d'attitude plus agressive. Il y a des moyens quand même en France. Faut pas penser que la France est dénuée de moyens à l'égard de l'Algérie. On a parlé de tas de moyens, je ne vais pas les rappeler ici. Donc je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à taper du poing sur la table. Ça me met hors de moi. Donc je suis émotif sur le sujet. Samuel Lévy. C'est une relation très compliquée en ce moment entre l'Algérie et la France. On voit bien que Emmanuel Macron, en tout cas, a pris malheureusement, a été humilié publiquement par l'Algérie. Et l'Allemagne a réussi à sortir son épingle du jeu, justement avec son président, qui a réussi à ramener Boualem Sansal. Donc c'est un vrai désaveu pour la diplomatie française. C'est un vrai désaveu aussi pour peut-être aussi d'une partie de l'ancien ministre de l'Intérieur qui prenait Bruno Retailleau qui prenait on va dire une forme de discours et d'engagement dur vis-à-vis de l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, on fait tout faux, en tout cas avec eux, et qu'il faut remettre, comme a été dit, les accords en tout cas à plat et renégocier ce qui doit être renégocié pour enfin arriver à une relation qui soit au minimum apaisée. Samuel Lévy, vous avez la parole, je vous la laisse. Pour votre information, on a fait les 3 premières, votre information, et c'est une information qu'on va dérouler un peu plus longuement dans cette émission parce qu'après la publicité, nous aurons une invitée à ce sujet. Papa Noël, Rémi Gremois, ces violeurs. Le collectif Némésis, on va voir les visuels s'afficher, a déployé à Strasbourg une banderole anti-immigration. Le collectif féministe qui milite contre les violences sexuelles perpétrées par les étrangers a déployé pendant plusieurs minutes une banderole demandant au Père Noël de remigrer les violeurs étrangers. Est-ce qu'elles sont courageuses, selon vous, les militantes du collectif Némésis ? Est-ce qu'elles sont courageuses aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la liberté d'expression pour les collectifs de droite, on va dire en tout cas, est menacée. Je ne sais pas si elle est menacée, mais en tout cas, elle n'est pas équivalente à celle celle des collectifs de gauche, ou en tout cas à celle des partis politiques de gauche. Aujourd'hui, quand on a une parole qui est de droite en France, elle est considérée comme fasciste, extrémiste, ainsi de suite, alors que quand on a une parole qui est de gauche, ou en tout cas des partis, on va dire, progressistes, elle est en tout cas mieux accueillie par les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, si elles prennent la parole sur ce sujet qui est si délicat, c'est parce que d'une certaine partie des médias, il y a une invisibilisation
de ce phénomène-là. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit bien que le fait qu'il y a des émigrés qui rentrent comme ça de façon incontrôlée en France, ça amène notamment de la violence, ça amène aussi des crimes et ça amène aussi malheureusement des attaques et des agressions sur les femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de pouvoir porter en scène sans forcément... On voit bien, regardez en Angleterre ce qui s'est passé justement avec les gangs d'immigrés hindous. C'était carrément, c'était ahurissant. Des milliers de jeunes filles anglaises ont été violées pendant des années par des gangs indiens. Et c'était passé sous Pakistanais, et c'était passé sous silence par la police de Scotland Yard parce que pourquoi ? Pour ne pas attiser le racisme. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer et bravo pour leur courage. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. Restez avec nous. À tout de suite sur i24 News. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. עוד יותר, כן, עוד יותר, כן. מזל טוב. אתה הכי טוב. עוד יותר טוב. אלבר, רק את הטוב. ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en images. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News.
retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Jean-Michel Cohen, Michel Mimran, Samuel Lévy et Raphaël Bécache. On poursuit notre petit tour de l'info avec votre information que vous avez commentée brillamment, Samuel, mais on va avancer, on va recevoir la personne qui a déployé cette fameuse banderole. Bonsoir, Yona Faïda. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une première question, racontez-nous la genèse de cette action coup de poing menée à Strasbourg. Alors, donc hier soir, avec Astrid, notre porte-parole française et italienne, nous sommes allés déployer une banderole de 7 mètres de long sur l'un des immeubles qui était sur la place Kléber, donc une place phare du marché de Noël de Strasbourg. Sur cette banderole, il était inscrit 6482 viols ou tentatives de viol par des étrangers en 2024. Papa Noël, Rémi Gremois, ces violeurs, avec une image du Père Noël qui s'envolait avec des avions, donc pour un clin d'œil un peu humoristique entre guillemets. Voilà. Donc on a choisi le marché de Noël et Strasbourg notamment, qui est connu un peu comme la capitale de Noël, et c'est pas pour rien quand on sait que l'année dernière il y avait près de 3,4 millions de visiteurs à l'occasion de ce marché, il me semble, et c'est la meilleure occasion en fait de faire passer un message pour nous en cette période. 6482 viols ou tentatives de viol par des étrangers en 2024. Papa Noël, Rémi Gremois, ces violeurs, vous l'avez dit. Le message n'a pas été apprécié par la gauche locale. Des procédures judiciaires sont en cours. Est-ce que vous craignez des condamnations ? Alors en effet, on a eu quelques réactions, notamment de la maire de Strasbourg, Madame Bersélian, il me semble. Alors elle a qualifié notre banderole de message raciste, d'instrumentalisation de la cause féministe. On a également Sandra Rigol, une députée écologiste et sociale qui est pareil à Strasbourg, qui a aussi qualifié cette banderole de raciste. Alors en fait, la gauche a un problème avec le réel. Ce sont des chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. On ne les a pas sortis de nulle part. On sait que les étrangers sont surreprésentés dans les violences faites aux femmes. Et c'était pour nous le but de cette action. Donc il n'y a rien de raciste à vouloir simplement l'expulsion des violeurs étrangers comme ça devrait être le cas dans la justice. Et simplement, non, on n'a pas vraiment peur des répercussions. On sait que c'est la technique première en fait de la gauche d'essayer de nous intimider en nous mettant des procédures. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Essayer de nous traîner en justice. Moi, je l'ai déjà été plusieurs fois. Je le suis toujours d'ailleurs actuellement avec la maire de ma ville, Europe Écologie Les Verts. On sait qu'ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, mais non, ça ne nous démotivera pas. Et on continuera à se battre malgré tout. Mais pourquoi ce sujet est-il aussi tabou dans les milieux féministes ? Est-ce qu'il est aussi tabou, parce que je vous parle depuis Tel Aviv, que les viols commis par le Hamas le 7 octobre sur des femmes juives ? Alors, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait eu un peu une omerta en fait de la gauche à dénoncer les viols du 7 octobre. Je me souviens qu'on avait d'ailleurs fait une manifestation le 22, en novembre dernier, donc pas cette année-là, il y a plus d'un an maintenant. Et le journaliste qui nous suivait à ce moment-là était allé interviewer des personnes qui confondent, vous savez, les luttes féministes avec les luttes pro-Palestine, pro-Hamas, etc. Et il avait interviewé une des féministes de cette marche qui lui avait affirmé qu'il n'y avait eu aucun viol lors du 7 octobre. Il n'y avait pas eu de viol, il n'y avait pas eu de... Donc oui, c'est vrai que c'est un peu la même manière de fermer les yeux sur le 7 octobre. Et de manière générale, bien sûr, en France, nous, on sait qu'il y a... en fait, quand ça ne dessert pas leur agenda, la gauche va complètement fermer les yeux sur les violences sexuelles qu'on peut subir de la part de personnes étrangères, parce que ça ne les arrange pas, ils veulent taire ces violences. Ils disent que si on en parle, c'est raciste. On avait quand même la députée LFI, Ercilia Soudé, qui récemment a parlé de notre collectif pour dire que Némésis faisait de la récupération, que on dit que ce sont les étrangers qui violent, alors qu'en réalité, elle avait qualifié ça de l'ordre de l'anecdotique, alors qu'on parle quand même de 6482 victimes, 6482 vies brisées, ce n'est pas anecdotique. Et on sait aussi que les étrangers représentent en France 8,8% environ de la population, mais qu'ils sont pourtant représentés 1,6 fois plus que les Français. Donc il y a une surreprésentation qui est réelle et on ne peut pas fermer les yeux dessus. Merci beaucoup Yona Faïda d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors on va continuer l'émission, on va arrêter ce tour de l'info et on va revenir en Israël. Boaz Bismuth, député du Likoud et fer de lance de la campagne visant à faire adopter une loi réglementant la conscription des orthodoxes, a déclaré que personne ne peut être forcé de rejoindre Tzahal. On ne peut pas forcer les gens à s'enrôler dans l'armée. Quoi ? On va tous les mettre en prison ? C'est absurde. J'aime et je respecte les orthodoxes. Je ne laisserai pas la situation dégénérer à ce point.
Ces déclarations ont inspiré l'équipe de SAS Débat. Nous avons posé 7 questions à nos débatteurs du soir. Faut-il forcer les orthodoxes à servir dans l'armée? Michel Mimran défend le oui et Samuel Lévy défend le non. SAS Débat, saison 1, épisode 20, face à face numéro 2. Et c'est parti. Michel, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Samuel, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. La caméra 3 pour vous. Tout le monde est prêt? Prêt. N'oubliez pas, vous avez 1 minute et vous devez défendre vos convictions. Michel Mimran, c'est à vous. La phrase de Yoav Bismuth, peut-on forcer, doit-on forcer les gens à faire le service militaire, me paraît complètement folle. Évidemment qu'on force les gens à rentrer dans l'armée, ça n'a jamais été le service militaire, dans quelque démocratie que ce soit, ça n'a jamais été un acte de volontariat. Je vais vous dire quelque chose, je pense que la question doit être posée complètement différemment et je laisserai ensuite mon ami Samuel Lévy répondre. La question, c'est pas de savoir si on doit forcer les orthodoxes, la question, c'est pas de savoir si les orthodoxes doivent faire l'armée. La question est de savoir si la démocratie israélienne doit continuer à tolérer qu'une grande partie de sa jeunesse reste chez elle pendant les guerres, pendant qu'une autre partie de sa jeunesse va mourir à Gaza. Voilà la question. Et tout argument qui consistera à m'expliquer que les choses sont plus complexes, je pense que dans le contexte actuel, c'est-à-dire 2 ans de guerre après les attentats et le massacre du 7 octobre, me paraîtrait fortuit. C'est-à-dire inutile. Je pense sincèrement qu'il faut dorénavant qu'une partie des orthodoxes, de la jeunesse orthodoxe, fassent le service militaire. Il y a des conditions à aménager, Bismuth en a proposé, mais on ne peut pas exempter toute une jeunesse de ce service militaire. Samuel Lévy, c'est à vous, 60 secondes. Avant tout, il faut remettre le débat dans son cadre. Vous savez, Raphaël, les religieux servent aujourd'hui déjà dans de salles. Des milliers de Haredim portent l'uniforme, que ce soit dans des unités combattantes, dans des unités de renseignement, et malheureusement aussi dans les unités qui sont là pour faire la reconnaissance des soldats qui sont tombés sur le front. Ce dont on parle ce soir, ce ne sont pas des religieux, on parle des étudiants en yeshiva. Et c'est une minorité et un véritable pilier spirituel pour Israël. La précédente coalition était prête à accepter le tiers des enrôlés de ce qui est proposé aujourd'hui dans la loi actuelle. Alors on voit bien qu'un accord est possible, mais vous savez, si cet accord aujourd'hui n'a pas été trouvé, c'est parce que malheureusement, une partie des partis de gauche en ont fait un sujet populiste, et c'est parce qu'ils ont fait en fait comme une sorte d'écran de fumée où ils n'ont rien à proposer. Alors n'ayons pas peur de le rappeler, Israël est un État juif, et un État juif a le devoir de préserver l'étude de la Torah, comme il préserve son armée, ses frontières et ses citoyens. Alors la vérité, c'est qu'on n'arrivera pas à renforcer Israël en opposant soldats et étudiants, mais on renforce Israël en honorant chaque force, c'est-à-dire ceux qui sont en même temps le livre et l'armée. Faut-il forcer les orthodoxes à servir dans salle? La question vous est posée à vous, chers téléspectateurs. Vous allez sur le compte Instagram d'I24News en français. Oui, vous votez Michel Mimran, et non, vous votez pour Samuel Lévy. Raphaël Bécache, vous connaissez ma question. Vous votez Michel ou Samuel? Là, de manière très claire pour Michel, d'essayer de remettre en plus cette demande israélienne sur une soi-disant conspiration de la gauche, quand on sait que dans le gouvernement, que ce soit Smotrich, Ben Gvir ou même certaines parties du Likoud, beaucoup sont pour l'enrôlement des orthodoxes. La raison principale... La raison principale pour laquelle on fait cette demande-là, c'est parce qu'il y a un besoin de soldats. On a demandé aux réservistes. Les chiffres dans la loi. 2028. Les chiffres dans la loi. La loi, ça se change. C'est pour ça qu'on vote, on vote pour nos représentants. Et les chiffres. Et donc jusqu'à 2028, les réservistes. On s'entend plus. Jusqu'à 2028, les réservistes doivent faire 3 mois d'armée. 3 mois. Et c'est à cause du fait de ce manque de soldats. Il y a un besoin de soldats et les orthodoxes font partie de l'État d'Israël. Non, ils font partie comme tout le monde. Et comme tout le monde, ils doivent faire l'armée. Attendez. Je vais juste poser le cas du débat, je l'ai rappelé là-dessus. On ne parle pas des juifs religieux, on parle des étudiants yeshiva. Il n'a jamais été le cas dans la loi, dans n'importe quelle mouture de la loi, que ce soit à gauche ou à droite, d'incorporer tous les étudiants en yeshiva dans l'armée. Là, on arrivait à des chiffres qui sont incroyables. Vous étiez prêts, dans les gouvernements de gauche, à accepter le tiers de ça. Stop. Jean-Michel Cohen. C'est assez surprenant. Allez-y.
C'est assez surprenant parce que j'ai eu ce débat-là avec un rabbin la dernière fois, ici sur la même antenne. Et à l'époque, j'avais dit qu'il fallait vraiment se débrouiller à ce que certains d'entre eux fassent le service militaire. Mais ils font le service Samuel a raison sur une chose. Il y a d'un côté les étudiants en yeshiva, ceux qui travaillent réellement, c'est-à-dire pas ceux qui sortent fumer des clopes et qui se baladent dans la rue. Et il y a de l'autre côté les orthodoxes. Alors oui, je ne suis pas d'accord pour les forcer. D'abord, ça sert à rien de les forcer. Parce que si vous les forcez, vous en faites des déserteurs. Et si vous en faites des déserteurs, vous mobilisez en plus des forces pour aller les chercher. Par contre, là où je suis d'accord, c'est les inciter à y aller. Alors par exemple, la punition qui consisterait à imposer celui qui veut pas faire son service militaire ou celui qui veut pas y aller, il va payer une amende, il va payer un forfait et ça lui permettra de savoir ce qu'il a à choisir entre l'étude et l'argent. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais j'accède à un raisonnement que j'ai tenu la dernière fois. Si le peuple juif a réussi à subsister pendant des millénaires, alors qu'il a été persécuté, c'est parce qu'on s'est toujours rattaché. Je ne suis pas particulièrement religieux, mais on s'est toujours rattaché au livre et à la Torah. Et donc ça a une valeur, ça. Donc et on peut pas l'anesthésier, qu'on le veuille ou non. Jean-Michel, j'ai une question pour vous parce que en Israël, il y a un débat. On entend énormément d'Israéliens aujourd'hui qui renvoient dos à dos les orthodoxes et les arabes, la population orthodoxe et la population arabe, et même les partis orthodoxes et les partis arabes. Ça existe en Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent mal au cœur. Il y a beaucoup d'Israéliens qui appellent à une coalition sans les partis orthodoxes et sans les partis arabes qu'ils renvoient dos à dos. Est-ce que ce débat-là n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu dans la société israélienne? Oui. Avant le 7 octobre, souvenez-vous de ce qui se passait. Nous, les Juifs de la diaspora, on était quand même désespérés de voir les fractures qui s'étaient installées en Israël. Et c'est au moment du 7 octobre où on a trouvé un semblant d'unité que j'espère voir durer à l'avenir. Et je trouve que recommencer avec un système de fracture entre différents juifs, des plus religieux et des moins religieux, c'est vraiment l'erreur catastrophique. Non seulement on va diviser les orthodoxes avec les autres juifs, mais on va diviser la population entre ceux qui vont dire il faut les mobiliser et ceux qui vont dire il ne faut pas les mobiliser. Je trouve que ce sont des erreurs du passé. Il faut trouver un autre système. Michel Mimran, des ministres et des députés de la coalition, de cette coalition, comme le ministre de l'Alia, Ophir Sofer, il a annoncé qu'il ne voterait pas pour le texte en l'état. Oui, je ne m'étonne pas qu'il y ait encore des gens qui s'y opposent, mais Jean-Michel vient d'évoquer justement le manque d'union de la société israélienne et les fractures qui résistent. Sincèrement, le service militaire, c'est justement ce qui permet de faire baigner dans un même creuset toute une jeunesse, toute une classe d'âge. Je pense que ce ne serait pas néfaste. Pour reprendre ce qui a été dit sur le fait que nous avions besoin d'étudiants de Torah, mais personne ne dit que ces gens-là doivent abandonner l'étude de la Torah indéfiniment. Et personne ne dit d'ailleurs que le service militaire ne mérite pas une réflexion pour l'incorporation de ces gens-là. Mais je ne pense pas que l'on puisse continuer à exempter une telle quantité de jeunes de faire l'armée. Ça me paraît pas de quel chiffre on parle. Impossible. Et alors, donnez-nous les chiffres, Samuel. Mais je vous donne les chiffres. Aujourd'hui, là, dans la mouture de la loi, on parle déjà de la première année d'incorporer plus de 6500 jeunes orthodoxes qui n'étaient pas jusqu'à présent dans l'armée. Et on parle de 50%, des jeunes Haredim, donc qu'on appelle justement j'aime pas trop ce mot orthodoxe. Les orthodoxes, c'est les chrétiens. Nous sommes des juifs pratiquants. Les Haredim, qui jusqu'à 50%. Dans les textes de loi qui étaient proposés par la gauche, il y avait un tiers de cette quantité-là. Même regarder les sanctions qui sont proposées, personne n'aurait rêvé d'une telle loi, même dans les partis de gauche. Et aujourd'hui, on vient nous dire à chaque fois ça. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est toujours le bouc émissaire de quelque chose quand ça va pas. Et là, on n'a jamais parlé. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, il est venu le temps de mettre les cathédrales. De mettre justement l'étudiant en Torah qu'il ait un vrai Mahamad, un vrai statut dans la loi et n'être plus considéré comme un hors-la-loi et jeté en prison. Parce que pour moi, c'est inadmissible qu'un étudiant en Torah puisse être jeté en prison en Israël. Raphaël, pour vous, c'est conscription. Et je vous le dis de façon complexée parce que moi, j'étais à l'armée pendant 2 ans et demi. Bien sûr. Raphaël, c'est conscription ou prison, c'est ça le projet ? Alors, totalement, je veux juste dire que c'est très osé de dire que les Haredim sont le bouc émissaire quand ils sont tranquillement dans une yeshiva pendant que les autres sont au front. Attendez, vous pouvez me rappeler ça ?
Vous voulez dire, attendez, vous voulez aucun problème. Vous voulez dire qu'il n'y avait aucun Haredim qui était sur le front? Il y en avait beaucoup Vous moins. voulez dire que les Haredim ne participent pas à l'effort de guerre depuis le début? Beaucoup moins. Pourquoi vous répétez des mensonges comme ça? Samuel. Des mensonges, c'est une réalité. Non, c'est faux. C'est tout à fait faux. Allez à Tel Aviv, allez voir ce que vous allez voir là-bas. 42% des soldats ne font pas. Je peux dire ce que j'ai vu au front. En plus, c'est un faux chiffre, c'est une fake. Pour ce qui est, par contre, de la question de conscription prison, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui chez tout le monde. Mon premier soldat, quand j'ai été chef pour la première fois, mon premier soldat est arrivé en tant que tankiste et m'a dit: je ne sais pas porter des obus, je ne sais pas charger un obus, j'ai pas envie d'être là. Très bien, il a fini sa formation, il a eu un prix d'excellence et il a combattu dans la guerre qui était là. Évidemment qu'on oblige les gens. C'est la base du service militaire et c'est comme ça qu'Israël survit. Les Haridim sont israéliens comme les autres, juifs comme les autres, ils doivent avoir donc la même réaction. On parle des étudiants en Torah. Là encore, vous confondez les choses. On parle seulement des étudiants en Torah, on ne parle pas des juifs orthodoxes. Michel. On ne parle pas de tous les juifs qui sont respectueux de la Torah. Allez dans les bases, vous allez voir combien de soldats ont la même kippa que moi. Michel. Samuel, allez-y. Vous monopolisez la parole, Samuel. Allez-y. Michel. Ce qui est en train de se passer, ce que nous entendons dans ce débat même, c'est la preuve qu'il faut arriver à trouver une solution à ce problème. Évidemment qu'il n'est probablement pas possible d'incorporer 100% de cette classe de Haredim dans les mêmes conditions que les autres. C'est très possible. Justement, ça n'a jamais été le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que progressivement, il faut réussir à apporter une solution à ce problème. Les inciter. Il faut les inciter probablement pas. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette loi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les Haridim? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté. Ils ont demandé, même à ceux qui n'arrivent pas à faire les études, de ne plus s'enrôler. Ça a été ça la réaction des partis Haridim. Dont vous faites partie. Bien sûr. Jean-Michel Cohen. Du moment qu'on a commencé à prendre les jeunes et à les envoyer en prison, Jean-Michel Cohen, lorsque vous venez en Israël, vous discutez avec les gens, vous sentez qu'il y a une colère chez de nombreux Israéliens contre les orthodoxes qui ne servent pas dans l'armée. C'est une colère qui existe, qu'on voit s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans les micro-trottoirs, dans les enquêtes d'opinion. Arrêtez de faire des généralités, c'est ça. Oui, mais ça, c'est ce que j'appelle la réflexion au premier degré. Et en fait, l'unité du monde juif, elle repose pas simplement sur l'armée et les soldats. L'unité du monde juif, elle repose sur un ensemble de choses qui sont la croyance de certains vis-à-vis de la Torah, les laïcs de l'autre côté, et au milieu, ce gloubi-boulga de gens qui sont un peu religieux de temps en temps et pas du tout de temps en temps. Donc, c'est pour ça que trouver une solution, c'est ça. Moi, ma solution, c'est de dire de les inciter à le faire. La punition financière, elle me paraît très forte. En fait, mais je voudrais rappeler quand même que qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont enrôlé de force, par exemple, en Russie comme en Ukraine? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont foutu le camp, il y en a d'autres qui ont été attrapés parce qu'ils combattaient pas et qu'on a mis dans des prisons ou qu'on a maltraités. Donc en fait, la solution par la force ne marchera pas. Elle ne marchera pas. Et elle créera en plus une division. Alors après, quand les chiffres de Samuel, si les chiffres de Samuel sont bons, et si ça porte sur des quotités qui ne soient pas très importantes, c'est inutile d'aller créer un conflit pour des petites quotités. Ça sert à rien. Samuel Lévy, après les élections, les partis anti-exemption vont peut-être se réunir pour former une coalition et mettre de côté les partis orthodoxes. Est-ce que c'est ça un scénario qui vous inquiète? Non. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, de la façon sécuritaire dont mon parti, c'est-à-dire le parti chasse, voit la chose, c'est une vision de droite qui est un allié de Netanyahou, qui est un allié du Likoud, qui est un allié des partis comme... Naftali Bennett. Non, Naftali Bennett, c'est quelqu'un que... Avigdor Lieberman, Benny Gantz, Gadi Eisenkot. Tous les partis dont vous citez aujourd'hui, ce sont des partis qui sont des petits partis et qui aujourd'hui, justement... Plus grand que Chasse. Pardon? Ils sont plus grands que Chasse. Ah non, pas du tout. Les Châtaignes sont plus grands que Chasse. Non. Et dans les sondages, regardez aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui les derniers sondages. Yeshatid n'est pas du tout plus grand que Chasse. Bennett non plus aussi. Vous verrez, parce que Bennett, je fais juste une petite digression là-dessus. Bennett a toujours été très haut dans les sondages, il est toujours arrivé très bas dans les résultats. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je n'ai pas peur de ça. Aujourd'hui, la ligne naturelle de la droite, c'est le parti chasse. Et on sait très bien qu'on arrivera, si Dieu veut, à avoir cette loi qui sera votée avec des quantités qu'on n'avait jamais pensé jusqu'à présent pouvoir, jusqu'à 50%, c'est-à-dire de la jeunesse harédite qui sera incorporée dans Tsahal, en espérant pouvoir amener aussi Tsahal à pouvoir se conformer justement aux besoins des jeunes harédim. Et je voudrais juste vous signaler que cette semaine a été renvoyé à la maison le commandant de l'unité Hashmonaïm, c'est-à-dire de l'unité harédite. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis sûr que le commandement de Tsahal n'est pas prêt aussi à accepter que des officiers orthodoxes puissent arriver
dans l'élite de l'armée et commandaient aussi à ça. Et je veux vous dire, ils ne sont pas prêts du tout à ce changement de mindset. Michel Mimran, vous voulez réagir ? Non, j'écoute tout cela, je pense que je confirme. J'ai une question quand même, je m'étonne beaucoup des propos de Samuel quand il dit que 6 000 incorporés, c'est 50% de la jeunesse Haredi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit la première année. Non, j'ai dit la première année, ça revient à 6 500 et ça monte graduellement jusqu'à arriver à 50% d'ici 5 ans. Très bien. Exactement, d'accord. Donc c'était très bien. Ouais. Allez-y, Michel. Ah non, je disais effectivement qu'il faut arriver à incorporer le maximum de Haredim qui seraient à la fois volontaires et pas réfractaires, je dirais, à le faire. Mais une fois de plus, j'espère que tout le monde est conscient depuis quand ce débat envenime la société israélienne et la vie politique en Israël. Donc, c'est évident qu'il faut arriver à avancer sur cette question-là. C'est évident. Je voudrais juste poser une toute petite question. Il faut faire progressivement. Raphaël. Non, mais, je veux juste dire, cette stratégie, quand même, qui est une stratégie assez énervante qu'on voit en ce moment des partis orthodoxes, qui est de dire visez 0, et si on vous donne plus, soyez déjà contents. C'est quand même une stratégie qui est. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est un tiers dans les gouvernements de gauche. Ouais. La vérité, on s'en fiche. On s'en fiche, on a un besoin aujourd'hui qui est un besoin clair. Le 7 octobre a changé les choses, l'armée marche différemment, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous car on est présent de l'État. On parle des étudiants comme les en yeshiva. Les mêmes demandes. On parle des étudiants. Il y en a d'autres, il y a des yeshivas. Il y a même des programmes d'étudiants yeshiva, ça s'appelle des Beinishim, qui font seulement 1 an et demi d'armée en étant yeshiva. Ça existe à l'armée, il y en a effectivement en grande quantité. L'étude de la Torah n'est pas quelque chose qui va à l'encontre le service militaire dans l'État des Juifs. Dans l'État des Juifs, il y a des rabbins militaires, il y a toute l'armée et cachère. Vous connaissez pas le monde religieux haredi. Justement, le monde religieux haredi veut se séparer de l'État d'Israël et veut vivre différemment de l'État d'Israël. S'il y a des partis présents à la Knesset, notamment comme mon parti, c'est parce qu'on a décidé de. Et ils refusent. Pour nous, ça aurait été encore plus. Refuse d'être ministre. Mais je ne suis pas Yadou Torah. Je suis Chaz, je suis Samuel. Ok. Mais donc ne me confondez pas avec les Ashkénazes, avec mes frères Ashkénazes. Mais je ne suis pas eux. Je ne suis pas eux. Et je vais vous poser juste une question. Une fois qu'on aura terminé, si on arrive à faire passer cette loi-là sur la conscription de certains jeunes du monde orthodoxe, attention, il reste 1 minute. Vous n'aurez plus rien à nous reprocher ? Michel, 1 minute. J'aimerais savoir ça. Vous n'aurez plus rien à nous reprocher ? Stop. On sera comme vous, exactement. Pour conclure le débat. Michel, c'est à vous. Après, il faut avancer. Pour conclure ce débat ? Oui. Bah ouais. Il faut avancer sur la conscription des Haredim. Il faut à tout prix que ce séparatisme cesse. Oui, enfin juste un mot. Est-ce qu'ils veulent pas y aller pour échapper au service militaire ou est-ce qu'ils veulent pas y aller pour des raisons théologiques ou spirituelles ? Samuel. Si je peux vous expliquer tout simplement, nous pensons que l'étude de la Torah est une chose primordiale. Et nous pensons aussi que l'étude de la Torah protège. Et oui, je suis croyant, il n'y a pas de problème à le dire ici en Israël, je l'espère. Protège de quoi ? Protège le peuple d'Israël, protège les autres juifs. Oui, protège les autres juifs. Oui, les autres juifs, l'État d'Israël. Admettez que le 7 octobre a posé un problème sur cette affirmation. Pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que si aujourd'hui, il y a encore des juifs, comme l'a rappelé Jean-Michel, c'est parce qu'il y a eu des juifs qui étaient croyants. D'ailleurs, à mon avis, si vous remontez d'ailleurs dans votre généalogie, vous allez voir que tous vos ancêtres étaient croyants. Merci, messieurs, pour ce débat passionnant. Sans transition, passons tout de suite à la carte blanche de Julien Assal. Bravo. Si les orthodoxes doivent servir dans de salle. Bon, alors demander à un orthodoxe de courir en plein désert, en costume noir long jusqu'aux chevilles, avec leur sac à dos, et toutes les 2 heures faire une pause pour la prière du matin, du midi, du goûter, du soir, c'est compliqué, va falloir réfléchir. Deuxième info, à Nantes, on veut boycotter le concert d'Amir. Et c'est vrai que le danger, il est absolu. Voilà, il y a un risque de passer un super moment à chanter, danser, faire la fête. Oui, il faut absolument actionner le plan Vigipirate, niveau urgence attentat. D'ailleurs, vous savez c'est quoi les points communs entre Amir, le youtubeur Inoxtag et moi ? Amir, il se retrouve à gérer un sommet du G20, Inoxtag, il s'est retrouvé au sommet de l'Everest, et moi, je suis au sommet d'I24. Celle-là est juste pour toi, Raphaël. Sinon, je sais qu'il y a Jean-Michel Cohen ce soir en plateau. Et vous savez à qui vous me faites penser, Jean-Michel ? À ma mère. Oui, vous êtes partout comme elle. Ma mère, elle range son dressing. 2 secondes après, elle fait le ménage. 2 secondes après, elle est à Inoun avec ses copines. Vous, Jean-Michel, je vous ai trouvé sur Insta. 2 secondes après, je vous ai vu avec Cyril à TPMP. La semaine dernière, je vous ai vu à Olami. J'y étais d'ailleurs. Et ce soir, je vous vois à I24. La semaine prochaine, venez à Inoun avec moi, je vous invite.
Je vous invite, c'est une façon de parler évidemment. Bon, en tout cas, vous avez plus de cardio que moi. Après, vous êtes nutritionniste, heureusement. D'ailleurs, les nutritionnistes, diététistes, vous dites ne mangez pas ci, pas ça. Mais je suis sûr que c'est vous qui vous levez en pleine nuit pour manger le pot Nutella à la cuillère. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Bon, j'ai fini avec vous, Jean-Michel. Je voulais vous charrier un peu plus, mais tout à l'heure, Raphaël m'a dit, n'oublie pas, Jean-Michel, c'est le père de Laura, la chef d'édition de l'émission. Donc je vais m'arrêter là, c'est mieux. Et pour finir, Michel Mimran, vous avez partagé votre top Spotify ce matin. Vous écoutez en boucle Léonard Cohen. Et Mathieu Ducharo de Niska, voilà, vous, l'ancien responsable de la com du PSG. Bon, allez l'OM, Michel, et à lundi, Raphaël. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci Michel, merci Jean-Michel, merci Raphaël et merci Samuel. Tout de suite, un point complet sur l'actualité avec Christopher Barolin, suivi du magazine de la rédaction présenté par Chani Guidalia. Bonne soirée à tous sur I24 News.